comme je mentionnais, on va faire tout. Got it? Tout le monde en place? Donc, ce soir est vraiment une soirée excitante, un atelier sur le leadership transformationnel qui sera présenté par notre maître panéliste Ghislaine, qui a œuvré à la direction des ressources humaines pendant 35 ans. Et pour 3 entreprises de manufacturiers multinationales et en consultation ces 3 dernières années à temps partiel. Donc, si vous avez besoin des services de Ghislaine, apparemment, elle a beaucoup de temps, vous allez entendre dans quelques minutes. Elle a encore du temps pour s'offrir des contrats. In October 2018, she has decided to join a neighboring club in her area, le Club Le Moine de Candiac, so that she could broaden her skill set and that of others, as well as getting involved in the community. Elle est membre de 3 clubs où elle occupe aussi des rôles au sein de leur comité exécutif et en plus, elle agit à titre de directrice de la division H, ce qui lui laisse du temps pour se consacrer à sa famille, 3 grands-enfants et 6 petits-enfants à ses loisirs. Our work environment is constantly changing, and it's been said that those who do not adapt to change are left behind. So our workshop on transformational leadership and how to adapt and overcome, in my words, vote in your style, is very timely, and I truly am looking forward to see and hear what her panelists will have to share with us so we can add other tools in our leadership toolbox. Aidez-moi à accueillir la personne qui va nous guider sur le sujet palpitant, Ghislaine Morel, comment évoluer la notation de leadership de nos jours. Comment évoluer la notation de leadership de nos jours, Ghislaine Morel. Merci infiniment, Sylvain. Merci, monsieur l'animateur. Alors, bienvenue, chers membres, distingués invités également. Ça fait plaisir de vous accueillir à cette soirée. En fait, sur le leadership transformationnel. Alors, vous entendez, on entend parler de toutes sortes de concepts aujourd'hui sur le leadership. Mais je pense que le concept, il évolue grandement. Et je pense qu'on se dirige vers une vision plus partagée du leadership. Il doit en avoir un petit peu moins sur les épaules du gestionnaire ou du leader et ça doit être réparti dans les équipes. Donc, on parle davantage là, de collectivité, de partager davantage avec les membres de l'équipe, parce qu'en fait, c'est davantage mobilisant. Donc, je vais vous dire, le sujet m'a drôlement interpellée parce que côté statistique, on dit que seulement 41% des organisations sont prêtes là, à faire face aux nouvelles exigences des entreprises en termes de leadership. Et ça, c'est une étude de Deloitte, etc., qui date de 2019. Alors moi, ça m'a drôlement interpellée, ça m'a drôlement, je m'excuse, un téléphone qui se met à sonner. Elle n'est pas fermée, j'en suis désolée, c'est fait. Alors, moi, ça m'a drôlement interpellée cette statistique-là, ayant aussi étudié, fait une maîtrise en développement des compétences. Alors, je me suis dit, on a du chemin à faire, Donc, on ne va pas parler ce soir d'un leader charismatique, là, les leaders héroïques. On va davantage être porté sur le terre-à-terre, sur le plancher, ce qui nous concerne davantage. Donc, davantage du côté gestionnaire. Et ce qui me touche également, c'est qu'il y a eu tellement côté littérature, il y a tellement de livres qui ont été écrits sur le leadership. Donc, on est passé d'une approche, si on veut, c'est le gestionnaire qui décidait tout, et ainsi de suite. Et on s'en va justement par le partage là, des responsabilités, partage des buts communs. Donc, dans un premier temps, comment on va fonctionner? Alors, je vais interpeller chacun de nos panélistes qui vont nous présenter leur parcours.
comment eux, ils se sont démarqués côté leadership dans leur carrière. Et dans un deuxième temps, on va davantage traiter, vous offrir là, dans votre coffre d'outils des pistes de développement du leadership. C'est comme ça qu'on va fonctionner. Et en troisième lieu, ça va être suivi d'une période questions et réponses. Donc, préparez vos questions. Ça, les panélistes vont se faire un plaisir aussi d'y répondre. Alors, dans un premier temps, comme je le disais, chacun va nous présenter en l'espace de 5 à 7 minutes leur expérience. Je vais commencer par Julie. Donc, Julie Morin. Julie est actuellement conseillère principale en communication stratégique à la fonction publique et elle supervise des équipes depuis 2014, alors qu'elle n'avait que 29 ans. Alors, elle est membre Toastmaster depuis 13 ans. Elle partage sur scène, en coulisses ou dans les boîtes d'interprétation une passion et une curiosité d'apprendre qui lui sont propres. Son enthousiasme est très contagieux et son désir d'aider les autres là, à grandir font d'elle une bonne membre d'équipe. Donc, Julie, parle-nous, s'il te plaît, de ton expérience. Comment toi, tu as démontré que avec ton leadership, tu as pu atteindre des résultats ou des réussites. Alors, à toi la parole, Julie. Merci beaucoup, Ghislaine. Bonsoir tout le monde. Fait cocasse, c'est vraiment Toastmasters qui m'a amené à découvrir que j'avais une leader cachée en moi parce qu'à l'époque, j'étais une réviseure francophone cachée dans un cubicule qui comparait des textes à longueur de journée. Et c'est pas caché dans un cubicule qu'on peut démontrer beaucoup de sens de la gestion et du leadership. Et c'est vraiment des membres Toastmasters qui m'ont fait remarquer à quel point j'avais des bonnes idées, puis pourquoi je les mettais pas en pratique. C'est comme, mais là, pourquoi je les mets pas en pratique? C'est moi la plus jeune de l'équipe. Ouais, puis, oh, mais j'ai jamais fait ça. Ouais, puis, ça en est suivi mon courage d'appliquer sur des postes de chef d'équipe. Et ça, j'étais 28-29 ans à l'époque. J'en ai 36. Mais pour moi, j'étais encore comme très jeune, très nouvelle dans la fonction publique. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis devenue la chef d'équipe de mes collègues. Et certains de ces collègues-là voulaient aussi devenir chef d'équipe. Alors moi, j'ai eu un baptême de feu. On a passé proche passé dans les mécanismes de grief. Les gens m'en voulaient, là. J'étais l'ennemi à abattre, soudainement. Et j'ai un cœur tendre et un très grand désir d'aider les autres. Alors, j'ai été confrontée dès le jour 1 à savoir comment est-ce que je me positionnais à titre de chef d'équipe, comment est-ce que je me positionnais par rapport à mes amis qui étaient devenus mes employés, comment est-ce que je me positionnais dans mon style à moi. Parce que d'instinct, j'avais une bonne idée comment mener des projets, je connaissais très bien mon domaine, mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on fait? Alors, j'ai suivi ce conseil-ci que plusieurs vous ont probablement déjà donné, la fameuse politique de la porte ouverte. Oh oui, moi, ma porte est tout le temps ouverte. Venez me voir si vous avez une question. Perdez pas le temps à faire des recherches interminables. Perdez pas le temps à figer devant votre écran, pas savoir quoi faire. Venez me voir. C'est une bonne et une très mauvaise chose, la politique de la porte ouverte, quand on vous prend au pied la lettre. Je me suis retrouvée à plusieurs moments dans ma carrière avec des gens qui venaient littéralement me voir aux 30 secondes. Ils me posaient une question, j'offrais une réponse, ils tournaient de côté, ils retournaient à leur bureau. « Ah oui, mais Julie! » OK, je t'ai dit A, donc après A, ça va être B. OK, A puis B. « Oui, mais Julie, je me demandais pour C, là. » Et là, c'est des heures et des heures et des heures et des heures. Et toute votre batterie, toute votre générosité, toute votre bonté d'âme peut se faire user à la corde à ne pas bien savoir gérer votre politique de porte ouverte. C'est seulement beaucoup plus tard que j'ai réalisé à quel point les gens, là, ils n'avaient pas besoin de m'entendre dire après A, ça va être B, puis après B, ça va être C. Ce que les gens avaient besoin de m'entendre dire, c'est « Qu'est-ce que tu en penses? » Suivi d'un silence.
jusqu'à ce qu'ils aient le courage, la réflexion, la motivation de dire, ben j'en pense ça. Comme, OK. Puis ensuite, qu'est-ce que tu crois serait être la meilleure prochaine étape? Ils ne veulent pas mes réponses. Ils veulent que je valide leur fonction pensée. Ils veulent que j'approuve ou que je désapprouve une approche, mais ils ne veulent pas ma réponse toute faite dans une boîte. Parce que si à chaque fois, je leur offre une réponse toute faite dans une boîte, comme un petit cadeau, les gens vont perdre le réflexe de se créer des analyses puis vont dire « Ah, pourquoi est-ce que je borderais avec ça, mon effort de réflexion? Julie, elle va me le dire, la réponse toute faite. » Faites pas la même erreur que moi, peu importe où vous êtes dans votre carrière. Le vieux dicton, là, de donner un poisson à un homme et il va manger une journée, mais de lui apprendre à pêcher, puis il ne va plus jamais avoir faim, ça existe en gestion. Et ça, je l'ai vu à de très nombreuses personnes. Mon objectif à moi, ce n'est pas juste de donner des bonnes réponses. C'est que mes équipes gardent la motivation interne, la fierté, l'autonomie. Moi, je ne veux pas donner des réponses. Je veux que les gens deviennent autonomes pour que le jour où je pars en vacances, ou les jours où ils ne me trouvent pas sur l'étage, ou que ma connexion Internet meurt, et qu'ils ne se sentent pas dépourvus, qu'ils se sentent pleins de ressources, pleins d'idées, pleins d'options, en disant « Ouais, si j'étais Julie, je pense que je ferais ça. » Parce que je pense que mon idée est bonne, puis je suis pas mal sûre que Julie dirait oui, puis que se bâtissent eux-mêmes cette réflexion-là, parce que sinon, vous allez avoir 20 questions une après l'autre, encore et encore, pour le reste de vos jours. Et j'ai fait l'erreur de toujours penser que je vais mieux expliquer ma réponse cette fois-ci, puis ça va aller mieux. Non. Si on fait la même erreur 20 fois, puis que la réponse est toujours la même, on ne peut pas s'attendre à une réaction différente à la même interaction. Donc, pour moi, ça a vraiment été de changer mon approche, de poser des questions, de valider la bonne réflexion et ensuite d'encourager les gens à proposer leurs propres réponses pour qu'on en discute, au lieu d'offrir des petites réponses en cadeau et que les gens viennent constamment cogner à ma porte. De retour à toi, Ghislaine. Merci beaucoup, Julie. Merci. Alors, en fait, Julie nous a partagé également, la vision ou l'expérience d'une jeune gestionnaire qui apprend sur le tas, je pense, dans une équipe où les membres ont plus de compétences d'elle, ou en tout cas ont plus d'expérience. Je m'excuse pour la compétence dans le sens qu'ils connaissent mieux la tâche ou les tâches et ainsi de suite. Donc, ils ont des compétences et elle, à titre de gestionnaire, elle doit arrimer ces compétences-là. Et elle a parlé des erreurs qu'elle a pu faire. Mais je pense un point important qu'elle a touché, moi, c'est de développer l'autonomie de son personnel. Et elle a fait une allusion paraphrasée, si on veut, avec montrer aux gens à pêcher versus de leur donner un poisson. Ainsi, je pense qu'elle a parlé de son approche. Donc, j'espère que cela vous a encouragé, ou en tout cas vous a inspiré. Maintenant, nous allons passer à notre deuxième orateur. Alors, c'est Davender Gupta. Donc, Davender, lui, peut-être un petit peu plus d'expérience de gestion que Julie. Donc, il y a comme une progression aussi dans les panélistes. Alors, Davender a commencé son parcours à Québec en 2005 afin de développer sa compétence de parler en public, mais en français. Alors, il est DTM, il a même son deuxième DTM en 2020. Alors, il a occupé plusieurs postes aussi de leadership en tant que VP à la formation dans les clubs, directeur de secteur, même directeur de division 2 fois. Je pense que je vais t'appeler à l'occasion. Alors, il est membre de 2 clubs, Avancée Synergie et Exécutive MBA McGill HEC. Alors, dans sa vie professionnelle, il est conseiller en technologie industrielle au sein du Conseil national de recherche du Canada et chargé de cours aussi en entrepreneuriat à l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal, donc l'UQAM. Alors,
Davender va nous parler, lui, de son expérience. Comment est-ce qu'il a acquis ses compétences de leader, de gestionnaire? Donc, à toi la parole, Davender. Merci beaucoup, Ghislaine. Donc, tout comme notre Toastmaster, aujourd'hui, Sylvain, j'ai commencé ma carrière dans les Forces armées. Et ma première carrière comme jeune officier dans l'aviation royale canadienne m'a enseigné comment reconnaître le niveau de leadership des gens autour de moi selon la broderie sur leurs épaules. Mais quand j'ai enlevé mon blouson militaire après 15 ans de service, donc on était en 1995, comment pouvais-je établir mon influence dans le monde civil si je n'ai pas d'épaulettes ni d'écusson? Donc, la leçon que j'avais à apprendre pour la première fois dans ma vie, c'est d'où vient mon leadership. La première année de ma conversion de militaire en civil était franchement une de confusion. Il n'y avait plus de structure hiérarchique autour de moi. Je ne savais pas comment m'orienter. Et tout comme plusieurs d'entre nous dans ce monde post-pandémique, où les hypothèses de base qui structuraient notre vie ont été invalidées à différents degrés, comme l'argent est plus important que l'amour, le travail est plus important que la famille, le progrès est plus important que la qualité de vie. Tout ça avait disparu autour de moi. Donc, mon cheminement depuis m'a fait découvrir 2 outils de base à la source de mon leadership aujourd'hui. D'abord, pour être leader, il faut avoir un fondement solide. Il faut connaître sa mission. Quand j'étais dans le militaire, le système militaire m'avait fourni une mission, mais elle s'est avérée une illusion une fois que j'avais enlevé mon uniforme, car cette mission était imposée de l'extérieur. J'avais à découvrir mon propre pourquoi. Et j'ai eu l'heureuse chance d'avoir rencontré des gens qui m'ont invité à participer dans une série d'ateliers de développement personnel et ça m'a aidé à explorer, à exprimer ma vraie mission personnelle, qui est d'inspirer la possibilité passionnée. Quand j'ai trouvé cette phrase simple, mais qui résonnait au plus profond de moi et que je voyais que je faisais naturellement autour de moi, j'avais trouvé mon étoile du Nord. Deuxièmement, il faut un véhicule pour vivre sa mission. Donc, il faut avoir une clarté de sa vision. Après la faillite de ma start-up en 2000, que j'avais démarré quand j'ai quitté les Forces canadiennes, je ne savais plus quoi faire avec ma vie. J'ai fait la rencontre d'un coach brillant qui m'a causé la question qui tue. Quel est l'impact que je veux créer avec ma vie? Il m'a guidé dans l'exploration de cette question pour clarifier ma vision, donc le contexte dans lequel je voulais vivre ma mission. Donc, avec son aide, j'ai réussi à cristalliser un court texte que j'appelle mon manifeste, qui me sert encore aujourd'hui, chaque jour, pour allumer ma passion. Puis ça commence comme suit. Ma vision est d'équiper les citoyens leaders du 21e siècle avec la clarté, avec l'engagement, avec la confiance et le courage qui sont essentiels pour provoquer un impact positif et durable dans le monde. Donc maintenant, j'avais ces 2 outils de base. Ma mission, donc la direction, mon étoile du Nord, et ma vision, mon véhicule pour vivre cette mission. Et avec ça, mon leadership s'est développé sans avoir besoin d'avoir des broderies, des écussons ou d'avoir un titre sur une carte d'affaires. Quand je regarde le passé, mon dernier quart de siècle de ma vie, je ressens une confiance venant de la satisfaction que j'ai touché des centaines de vies de façon positive et durable. Et c'est ça mon legs. Je veux que cela continue.
quand je regarde autour de moi, je suis convaincu que la grande détresse sociétale dont nous vivons aujourd'hui vient du fait qu'on a perdu ce sens de mission et de vision. Et comme j'ai mentionné tantôt, la pandémie a balayé pour plusieurs des gens autour de nous leur sens du pourquoi dans la vie. Et l'ancien modèle du leadership hiérarchique, politique, ça ne tient plus dans un environnement où tous nos repères ont été secoués et affaiblis. Je crois profondément que nous avons besoin d'une nouvelle approche au leadership afin de relever les défis d'un avenir chaotique, inconnu et qui est en évolution rapide. Ce nouveau leadership doit susciter l'imagination et mobiliser les ressources et finalement stimuler une action massive pour réussir à surmonter les énormes obstacles auxquels nous sommes confrontés. Et c'est ça mon appel d'action envers vous. Ghislaine. Merci, Davenda. Merci. Alors, je pense que Davenda nous a expliqué son parcours quand même assez inspirant. La transition qu'il a pu vivre. Et je pense que ça a pu voir le questionnement qu'il s'est posé à lui. Comment, par exemple, l'impact que je veux avoir avec ma vie. Alors, lui est allé vraiment à une mission, à un niveau assez élevé. Nous, si on est déjà en gestion ou en supervision, on n'a pas nécessairement allé aussi loin que lui, mais quand même, quel est l'impact, par exemple, en tant que gestionnaire ou leader que je veux avoir sur mon équipe? Alors, il nous a parlé aussi, donc, lui, de provoquer un impact positif et durable. Lui est allé dans le monde. Une chose, on y va dans notre équipe. Est-ce que je pense que ce sont des pistes de réflexion tellement, je pense, valorisantes. Et il nous a expliqué aussi comment il a développé son leadership, mais à l'extérieur des écussons de l'armée. Alors, bravo, merci beaucoup, Davenda, pour ce témoignage-là. Nous allons poursuivre maintenant avec une membre qui a drôlement de l'expérience, qui a un parcours aussi quand même incroyable, qui a gravi aussi l'échelle ou les échelons chez Toastmasters. Vous la connaissez, donc Sue Delati, je pense que vous la connaissez probablement même mieux que moi. Alors, elle s'est rendue jusqu'au niveau international, si je ne m'abuse. Alors, elle est vraiment, en tout cas pour moi, c'est un modèle de persévérance parce qu'elle a accompli, je pense, là, beaucoup dans les parcours de Toastmasters et même encore au niveau du club. Elle influence encore profondément là, le club avancé et Synergie, son empreinte est un petit peu partout, même dans le district. Alors, elle a été directrice aussi dans son côté expérience, directrice nationale là, de gestion à l'Agence de revenus du Canada. Et c'est cette expérience-là qu'elle veut nous partager. Donc, c'était un poste davantage senior, puis elle me corrigera si je ne m'abuse. Elle veut nous parler de l'impact qu'elle a pu avoir au cours d'un projet. Alors, Sue, à toi la parole. Merci beaucoup, Ghislaine. Ironically, the project I'm picking is directly transformational leadership in practice. I just didn't know it at the time. I'm going to give you some context of the project, why, in my opinion, it was successful due to transformational leadership, and a couple of thoughts for you to think of in your own work. De vous donner le contexte, oui, je m'occupais le poste de directrice du programme national de gestion de renseignement
J'avais 18 mois d'expérience seulement dans le domaine. Mon expérience était dans les ressources humaines. Et j'ai hâte de commencer un programme national. J'ai commencé en septembre et j'ai immédiatement parlé avec mes employés, mon patron, de take stock de notre situation et de nos projets. Une semaine après, nous avons reçu une demande de l'archiviste national. Il y a 3 ans, avant, il y avait une vérification nationale de notre programme. Et il nous a dit qu'il y aura un suivi de vérification en mars. Il y avait 13 demandes que nous devrions finaliser. J'ai regardé notre situation. Nous n'avons pas finalisé ni une demande. C'était septembre, j'avais 8 mois. Immédiatement, j'ai commencé à déterminer qu'est-ce que nous pourrions faire. Moi, je suis un nouveau gestionnaire. Mes employés étaient vraiment nerveux, mais c'était une histoire de succès. Après, l'archiviste national nous a donné comme un modèle pour la fonction publique. How did we do that, you may ask? Well, when I look at the definition of transformational leadership, there's absolutely essential that you take stock exactly where you're at, but the key is rallying the people that you are working with to have a common purpose. And to me, that's where our success is. I'll give you 3 reasons why I believe that transformational leadership was alive and well in that situation. First, it never occurred to me that we wouldn't be able to at least put wheels in motion for each of the 13. Why? Because I had a belief in my own abilities as a manager, but I also had belief in the people that I worked with. You might ask yourself, well, how can you do that so soon? The 18 months experience I had was at headquarters. I had dealt with the people in this area, but hadn't worked directly with them. I knew their experience. They just needed some guidance. But what they also needed was the second reason why I feel this worked. They had to see that they had trust. And for a new manager coming in and gaining trust of people, it's not easy. And how I did it was similar to what Sylvain Offray says. I used the how's your cat method. And by that, I mean, yes, I was anxious to hit the ground running with this project. However, I needed to get to know them, what their backgrounds were, what their experience was, what their goals were, where they felt the weight, what was really bothering them. It took time, there's no question, but knowing where they were coming from, that made all the difference in the world. And the third thing I did once I gained their trust was to make sure that I spoke to their hearts, not their heads. Let's face it, each one of them had way more experience in information management than I did. What I needed to show them was I believed in information management. Actually, anybody, and Loveday is here, anybody working in information management, they're lifers. They love it. They have a passion about that program. I knew that if I showed them that I saw the benefit and the value of this program, they'd come on board. It took time, but I did. And the fabulous thing was, it all fell into motion. As soon as they saw that I was committed and believed in their work,
It was simple to share my vision. As soon as they saw the vision, we put together the plan, then we created the milestones, then we started to celebrate the progress. It was amazing how quickly it came together, but it wouldn't have come together without the notion of transformational leadership. So let me ask you this. Each one of you, who is standing in front of a steep hill right now, seems insurmountable. If you start looking at the gaps in you, not your skills, yes, we can work on your skills, the beliefs. Do you believe in the project that you're working on? Do you believe in the people that you're working with? If you do that, then you can start building the trust. And once that trust is created, you'll be able to get them with your hearts. For me, transformational leadership is quite simple. It isn't about the leader. It never was. It's about the people you work with. They make it happen. They make it possible. Ghislaine. Merci beaucoup, Sue. Wow, ce que j'ai entendu, effectivement, on a parlé de trust, on a parlé de confiance. Si vous avez des mots à retenir, c'est bien la confiance. Et aussi, je pense, de la part d'un gestionnaire, c'est aussi de believe, okay? de croire que c'est possible. Donc, d'abord, c'est comme la vision. Partager la vision. Et aussi, bon, il faut avoir un projet commun, elle a dit, un projet commun pour rallier les gens. Et par la suite, bon, un coup, elle a dit, bon, il faut apprendre à connaître nos gens. Pour qu'il y ait un climat de confiance, il faut d'abord s'intéresser aux personnes avec lesquelles on travaille. Alors ensuite, donc, elle a dit, un coup, la confiance, par exemple, établie, elle a dit, le projet, ce qui me restait à faire, c'est leur parler avec le cœur. On est capable, nous avons la compétence pour le faire, si je traduis ça dans mes propres mots, et on va y arriver. Alors là, elle a dit, comme on dit, les morceaux du casse-tête se sont imbriqués d'eux-mêmes ensemble. Alors, bravo, bien fait. Donc, elle nous a effectivement donné une démonstration ou un exemple, un témoignage en regard du leadership transformationnel. Ceci a transformé les gens qui ont pris le projet sur leurs épaules. Bravo. Nous allons maintenant passer dans un deuxième bloc où je vais demander, je pense, à chacun des panélistes là, de nous dire, de nous aider à garnir notre coffre d'outils. Alors, si je demandais, de nous donner des pistes de développement de notre leadership, quelles seraient-elles ces pistes-là? So, I'll start with you, Julie. For sure. To develop as a better leader and to transform your team. I work in communications in my job. And one of my favorite trainers keeps saying over and over again, the biggest mistake you will make in communications is the belief you had communicated. So many times in a meeting, we say, okay, so A plus B equals C, so we're going to make it happen, right? And then everybody nods, and then everybody goes back to their computers, and then the next day you follow up and you see nothing happened. Did they nod? Yeah. Were they agreeing? Kind of. Did they take action? No. So many times, all agreeing about an action needing to be done is not enough for the action to be done. And that's a lesson you want to learn early in life, or you will bite your nails to the elbow. That's my mom saying. Donc, la pire erreur de croire qu'on a communiqué, c'est que oui, il faut dire les mots, mais ensuite, il faut que les gens prennent la responsabilité. Et pour ça, chers amis, vous allez peut-être pas me croire, mais le silence. Le silence, c'est une grille ouverte de liste de tâches et de noms.
Et là, on dit, OK, nous sommes donc tous d'accord qu'il faut faire les 4 tâches suivantes. Qui se sent inspiré de faire la tâche numéro 1? Et là, on attend. Les 15 premières secondes vont être atrocement pénibles. Et là, on peut donner des mots-clés, comme, oh, dans cette tâche-là, il va y avoir tel apprentissage, telle compétence. Oh, je vois que certains d'entre vous seraient intéressés. Et là, on se met à faire briller les apprentissages de la tâche qui peut avoir l'air plate. Mais là, les gens vont voir le lien entre eux et la tâche et le potentiel positif de la tâche pour leur carrière. Et là, tranquillement, pas vite, les gens vont dire, OK, Julie, moi, je vais prendre la tâche 2. L'autre personne va dire, hey, la tâche 4 m'intéresse. Donc, c'est pas faire, OK, j'ai une liste alphabétique d'employés, j'ai une liste de tâches de 1 à 4, je vous associe comme ça et c'est tout. Non, d'aller voir les intérêts, le perfectionnement désiré, les atouts, de mettre les tâches avec les gens et faire le meilleur arrimage possible. Et parfois, cet arrimage-là veut dire de faire complètement l'opposé, de prendre une personne qui n'a pas la compétence, la mettre dans le rôle, mais dire, sais-tu quoi, je vais t'aider. Et vraiment d'aller associer les gens le plus possible pour leur faire voir qu'ils peuvent grandir dans les différentes tâches. Donc, pour moi, c'est vraiment d'aller faire briller l'expertise des gens et de la faire découvrir au sein d'eux-mêmes. Donc, de se porter bénévole pour prendre des tâches qui doivent être prises de toute façon, mais en se disant, OK, oui, Julie, je vais le faire, bien là, il y a un sens de responsabilité qui embarque. Parce que la personne a dit qu'elle le ferait. Donc, le lendemain matin, tu ne te retrouves pas avec 0 avancement sur aucune des tâches. Tu te retrouves avec des gens qui ont commencé à faire des recherches et tu te retrouves avec des résultats. Donc, le fait de, oui, communiquer, il y a 4 tâches et nous sommes 4, donc on en prend une chaque. Il ne faut pas arrêter là. Il faut faire l'étape de plus, d'assigner les rôles, de les déléguer ou de les offrir en disant qui veut quoi, pour que tout le monde se responsabilise. Merci Julie. Alors, ce que j'ai compris, c'est pas tout de communiquer aussi. J'ai aimé l'approche quand tu as parlé aussi là, de faire valoir les atouts, les apprentissages qu'une personne peut en retirer. Donc, arrimage, compétences et tâches, mais aussi d'aller au-delà, de voir how can people grow through, the task or through the project. So growing, making people grow, I believe it's what we call transformation leadership. Merci, merci Julie. Maintenant, de m'en passer à Davender. Davender, how can we grow our leadership capital? Leadership capital is a word, it has a very specific meaning, and I describe it as the ability to make things happen for oneself and for the people around us. And to grow my ability to make things happen, I need to be willing to question myself, to learn, to explore. As I mentioned in my speech earlier, I participated in personal development programs, and I worked with a coach, and I've done a lot of reading of different books, and I have to admit, using books to explore questions about myself have helped me to ask better questions of the people around me, which motivates them to create and to execute and to create results. And so some of the books that I really like, and you may have heard of these, The Road Less Traveled by Scott Peck. How many of you have heard of that? It's a timeless classic that I highly recommend. Man's Search for Meaning, Viktor Frankl, who described his experience during the Holocaust in the concentration camps, and how people without hope were able to find a purpose and a meaning to continue. And there's a book that I absolutely love that I highly recommend, An Astronaut's Guide to Life on Earth by Chris Hadfield. It's an amazing view of how to get the most out of each moment.
So books like this and many, many others, I have some of them here, others are stuck in boxes still. But those books and many others have inspired me to ask better questions of myself that have allowed me to be more effective in influencing the people around me. So be open, be willing to learn, be curious. That's how one develops one's ability to deploy the leadership capital, the ability to make things happen. Ghislaine. Thank you, Davinder. So Davinder, if I resume what I heard is he focused on the ability to make things happen within the team. So what I understand is he started by himself, by knowing himself, and also by having the intent to grow himself first before, influencing other people. How could you influence other people if you cannot manage yourself, for example? So what I hear is also you refer to some book that help you to help motivate employees. But what I heard is influencing and be open, be curious, and also what I heard kind of is be humble, to know that you don't know. All right. So maintenant nous allons poursuivre avec Sue. Sue, how can I develop as a leader? Where should I start? To you, Sue? Oh, c'est simple, Ghislaine. Quand je m'occupais le poste de la directrice de la gestion de renseignement, je n'étais pas une Toastmaster. Mais maintenant, aujourd'hui, nous sommes très chanceuses parce que nous sommes des Toastmasters. J'ai 2 outils que j'aimerais peut-être suggérer pour grandir comme un leader. Le premier, quand j'ai parlé de mon projet, c'était intéressant. Ça ressemblait le projet de haute performance, HPL. Je n'avais aucune idée que HPL existait auparavant. Mais imagine, même si vous avez un projet au travail ou un projet à Toastmasters, il faut que nous utilisions le HPL. Pour moi, c'est un outil superbe. Ça nous aide à créer la vision, créer un plan, diriger une équipe, mais on doit ajouter, créer la confiance entre le gestionnaire, le leader et les membres de l'équipe. Mais selon moi, ça vaut la peine de finir un projet en utilisant HPL sans doute. Mais la deuxième suggestion, il faut que nous soyons un membre d'un club avancé. Pour tous les membres qui ne sont pas un membre d'un club avancé, imagine, vous avez un projet au travail, on a besoin d'avoir l'avis et votre patron vous n'aide pas beaucoup. Imagine avoir l'expérience de Toastmasters expérimentés, des leaders extraordinaires qui pourraient vous mentorer. Nous avons, par exemple, à Club Avancé Synergie, un programme de mentorat formidable. Le coût d'un programme de mentorat, ce n'est pas cher du tout, mais l'effort que tous les membres pourraient nous aider, c'est magnifique. Donc, pour moi, c'est vraiment simple.
comme Toastmasters, de nous développer comme des bons leaders, utiliser les outils comme HPL pour tous vos projets et avoir une adhésion à un club avancé comme le nôtre pour avoir un programme de mentorat. Ghislaine. Merci beaucoup, Sue. Alors, ce que j'entends de ton intervention pour se développer, tu nous as parlé de deux outils. Alors, tu as fait référence, oui, à un projet de leadership de haut niveau. Mais effectivement, quand on regarde peut-être un résumé exécutif d'un projet qu'on fait en entreprise, mais c'est le même format qu'un projet de leadership de haut niveau. Bravo de le mentionner. Mais aussi, tu as rajouté aussi de créer la confiance. Créer la confiance parmi les membres de l'équipe. Alors moi, ce que j'entends de ça, de cette expression-là, c'est pour convaincre, il faut être convaincu soi-même. Comment je peux vous embarquer dans mon projet si moi-même, je ne suis pas convaincu? If I don't believe in myself, how could I have you come and work with me? Il y a aussi un autre élément, tu as parlé d'un membre de club avancé, mais moi, ce que j'ai entendu aussi tantôt je vais revenir un petit peu sur le HPL, c'est le comité d'orientation. La force d'un projet de leadership de haut niveau qui va nous aider à nous transformer, ce sont les membres d'un comité d'orientation. Bien souvent, ici au club, ce sont des DTM, mais dans d'autres clubs aussi, donc ce sont des Toastmasters d'expérience. Alors, ce qu'on peut prendre aussi de cette expérience-là, dans le monde industriel, dans notre milieu de travail, oui, d'avoir un mentor. C'est essentiel, le mentorat, si on veut se développer. Il y a aussi des pairs, des collègues en qui on croit. Ça peut être notre patron qu'on admire, par exemple, un role model. If we take a role model that we have within the organization, so that could be very helpful also. Ça peut être un coach pour certains passages. Et il y a des étapes qui sont peut-être plus difficiles par moment. Et si on prend un coach, ça va nous aider à grandir. Et tout ça je pense, quand on parle de leadership transformationnel, si je peux résumer, aujourd'hui, on dit que ça prend des individus rassembleurs, ouverts, orientés vers l'humain. So people who cares about human beings, about other human beings. Ça peut être des gens aussi capables de convaincre les gens d'accomplir volontairement une tâche. And I think the beauty in regards to transformational leadership is it is the load that you have on your shoulders because people they take a part of the load themselves. Si je peux m'exprimer ainsi, puis je pense que la confiance, sans la confiance, on n'a pas de crédibilité. Sans la confiance envers soi, sans la confiance envers les autres, un leader n'est pas crédible. Et je le répète encore, comment pouvons-nous convaincre les autres que ça vaut la peine de nous suivre, que ça vaut la peine d'embarquer, de partager le projet commun si le projet en tant que tel, là, le sens, si ça ne fait pas de sens pour moi. So the creation of a mutual sense, a mutual purpose is very, very important. Alors, je pense, est-ce qu'on a encore du temps ou je pense que c'est pas mal terminé. Je voulais vous laisser avec une parole drôlement intéressante, si je mets la main dessus, une citation, c'est que
Je pense que Je vais te donner un moment de trouver ta citation, Ghislaine. Pendant que tu la cherches, je vais demander à Christine de répéter les objectifs, car pour les membres qui ne sont pas au courant au Club avancé Synergie, vous allez tous avoir invité inclus l'opportunité un petit peu plus tard dans l'évaluation de donner vos commentaires dans le bienfait d'aider tous nos participants et Ghislaine. Donc, Christine, tu pourrais dire les objectifs que Ghislaine avait ce soir et Ghislaine, tu vas pouvoir donner ta citation dans quelques secondes. Certainement. Ce soir, notre panel avait comme objectif, notre leader de panel avait comme objectif to have a panel and apply their skills as public speaker and as leader. And Ghislaine was to facilitate the panel discussion. So she needed to have planned it, organize it, and MC it. And as well, Ghislaine had the secondary personal objectives were de s'assurer de poser des bonnes questions aux panélistes, de les challenger pour nous amener plus loin dans le leadership transformationnel. Et vous avez le détail dans le chat. Pour le reste, je vous retourne la parole, monsieur l'animateur. Ghislaine, je te laisse clôturer. Oui, merci. Alors, écoutez, ma conclusion serait la suivante aussi, c'est l'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir. Donc, l'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir. Alors, c'est une citation de Bernard Weber. Alors, je tiens à remercier sincèrement mes collègues, mes panélistes, OK, qui m'ont donné leur confiance aussi pour travailler avec moi, pour vous livrer leurs expériences, leurs témoignages là, sur le leadership transformationnel. Et encore une fois, je vous donnerai la définition aussi. C'est on doit être rassembleur, ouvert, orienté vers l'humain, capable de convaincre les gens aussi d'accomplir volontairement une tâche. Et ainsi, nous serons transformés et surtout nos employés aussi vont être transformés. C'est de là qu'on pourra parler justement de leadership transformationnel. Merci à vous de votre attention. Je retourne la parole à notre animateur Sylvain Auffray. Merci beaucoup, Ghislaine. Un atelier